Bonjour, bienvenue pour ce nouvel épisode de l'Evidence-Based Physio Podcast. Alors aujourd'hui, j'ai la chance d'accueillir Clément Perrin. Salut Clément, Salut Guillaume. comment vas-tu? Très bien, en forme. Ouais, la Et forme, toi? ok, cool. Eh ben écoute, moi ça va aussi, hein, je te remercie, ça va, ça va. La routine, toujours sympa d'enregistrer des épisodes de podcast, d'avoir des discussions comme ça, c'est toujours sympa. Est-ce que tu veux bien te présenter aux auditeurs qui ne te connaîtraient pas? Avec plaisir. Alors, donc je m'appelle Clément Perrin, je suis kinésithérapeute et je travaille donc dans une maison de santé dans le 94. Au niveau de mon parcours universitaire, donc j'ai été diplômé en kiné en 2021, il me semble. Et pendant mes 2 dernières années d'études, j'ai fait un master en recherche à l'université de Paris-Saclay. Et puis après, moi, je me suis engagé dans plein de cursus de formation courte d'abord. Et récemment, je me suis engagé dans un cursus de formation longue en thérapie manuelle orthopédique. Et qui est un cursus qui, normalement, devrait donner le statut de fellow par l'IFOMT. Donc voilà, ça c'est le petit projet moyen terme d'ici 2 ans. Ok, ouais, donc t'aimes bien te former quand même. T'aimes bien te former, là, tu... Ouais, c'est ça. Bah, j'ai toujours voulu être le plus polyvalent possible. Bon, j'ai un petit peu dérapé parce qu'au début, je me suis dit, bon, bah, je viens de banlieue et puis je m'étais dit, je peux ouvrir un cabinet en banlieue où je vais pouvoir traiter tout le monde, allant du nourrisson à la personne âgée. Bon, j'ai un peu dérapé, je me suis beaucoup orienté en musculo-squelettique quand même parce que avec des rencontres et puis des expériences, j'ai vraiment accroché à ce milieu-là. Et donc maintenant, j'aime tout faire en musculo-squelettique. Ouais, c'est déjà pas mal. Bah, ça me parle. Bah, c'est toujours un choix difficile. Ouais. Ouais. Entre être généraliste, être plus spécialisé, en fait, il faut de tout. Et donc, tant qu'il y a des personnes qui se retrouvent dans une voie ou dans une autre, bah, ça permet de satisfaire pas mal de besoins. Ça, c'est cool. Exactement. Et c'est vrai que bah, je suis dans une ville dans le 94 où il n'y a pas trop d'offres de soins en kiné. Mm. Et parfois, c'est frustrant de devoir m'expliquer que bah, moi, ça fait 5 ans que j'ai pas touché un nourrisson. Donc, refuser une maman pour lui dire bah non, bah, je sais pas faire, en fait, c'est assez frustrant. Mais bon, je me dis, les patients musculo-squelettiques, au moins, ils ont des soins vraiment qualitatifs. Et puis comment dire, on va dire que c'est rentable pour la sécurité sociale, donc j'essaye d'en voir, enfin de les autonomiser le plus vite. Je sais pas, je me dis que je tire mon épingle du jeu, je suis pas trop délétère, en ne prenant pas certaines populations. Ok, ça marche. Bah, ça me parle tout ça. Alors, du coup, bah, comme d'habitude, hein, tu m'as proposé un article là, que j'ai eu le temps de regarder avant qu'on enregistre. Est-ce que tu veux bien me présenter du coup l'article pour cet Ouais. épisode? Alors, c'est un article qui a pour nom, excusez-moi l'accent anglais, The Impact of Reassurance on Musculoskeletal Pain, a Qualitative Review, donc qui est l'équivalent d'une revue systématique, mais pour des études qualitatives. Et donc, c'est Dr Chung et Dr Sundi qui ont écrit ça. Euh, Globalement, qu'est-ce que ça raconte? Ils ont un échantillon, il me semble, de 450 personnes, ouais, 400, 451, 23 études. Et la question qui se pose, c'est de savoir, euh, en musculo-squelettique, quels sont les types de réassurance qui fonctionnent le mieux. Et dans ces types de réassurance-là, quels sont les mécanismes qui sous-tendent la réussite de la réassurance et quels sont les thèmes qui sont soulevés par les patients. Et j'ai choisi cette étude euh, parce que je m'y suis retrouvé en fait dans des choses que j'avais déjà remarquées de manière assez empirique avec mes patients. Et puis c'est vrai que c'est toujours assez agréable dans la recherche qualitative de retrouver des éléments de notre pratique clinique et de se dire ah ok, en fait je suis pas le seul à avoir expérimenté ça. Et puis le ressenti des patients, euh, ce ressenti qu'ils m'ont confié, bah c'est pas une seule c'est pas un seul poisson dans l'océan, en fait, il y a plein de poissons qui pensent la même chose. Donc ça a été, ça m'a marqué. Et puis une deuxième chose qui m'a marqué autour de cet article, c'est que j'ai été amené
à faire des consultations en binôme avec un collègue à moi qui s'appelle Pierre-Louis, qui est médecin dans la même maison de santé. Et j'ai pu voir un petit peu les similitudes et les différences qu'il y avait entre de la réassurance en médecine générale et en kinésithérapie, donc dans des contextes complètement différents. Et ça m'a ouvert les yeux bah, sur pas mal de choses particulièrement, mais je pense qu'on en reparlera parce que toi aussi tu travailles en maison de santé, Guillaume, mais sur les... En fait, moi ce qui m'a marqué le plus, c'est le temps qu'on a accordé à nos patients autour des sujets musculo-squelettiques. Et quand j'étais avec Pierre-Louis en consultation, une consultation classique, ça ressemblait à bonjour, je viens pour, je sais pas, j'avais des problèmes de cœur, d'hypertension, je vous ramène la prise de sang, l'examen, et puis 5 minutes avant la fin, c'est ah ouais, en fait, j'ai mal au dos depuis 2 mois. Ah, ok, il nous reste 5 minutes, et puis là, faut essayer de faire passer des notions clés vite. Et puis, il faut s'assurer que le patient ait compris, et tout ça, c'est des contraintes qu'on a moins en kiné, parce qu'on a plus de temps, et puis on peut toujours dire au patient, bah, vous repasserez, là, on en reparle la semaine prochaine, notez cette question, on en reparle la semaine prochaine. En médecine générale, Pierre-Louis, le délai d'attente, il est de... Moi, j'ai pas envie de lui tirer dessus, mais je pense un bon mois. Un bon Ouais. mois avant de le revoir, donc... Enfin, et ça remet au centre la collaboration entre les professionnels de santé, ou bah, la réassurance, le médecin peut-être qu'il doit planter quelques graines, mais en fait c'est à nous de peut-être d'aller un petit peu plus loin. Voilà, donc c'est pour ça que j'ai choisi cet article. Ouais, carrément, bah, moi je veux bien rebondir là-dessus. Euh, Bah, tu vois, enfin, moi j'en ai parlé déjà plein de fois, donc je vais essayer d'être rapide, mais moi c'est pareil, donc, l'exercice que j'avais, parce que là je vais être obligé d'arrêter, en fait, pour des raisons d'agenda, moi, par rapport au fonctionnement du cabinet, là, on n'arrive plus à caser le même moment pour que ce soit viable. C'est un peu dommage, mais bon. Mm. Mais, bon, je vais retrouver autre chose pour garder de l'activité clinique. Mais en fait, effectivement, j'avais démarré pareil en faisant des consultations en binôme, et c'est ça qui m'avait frappé aussi. Et cette notion de bah, la personne, elle vient pas pour ça d'habitude, et souvent c'est le deuxième, troisième motif de consultation, et donc il n'y a plus de temps. Et tu vois, moi, les médecins à l'époque, enfin, c'était pas très compliqué de pouvoir les revoir, je sais pas, la semaine d'après ou peut-être 2 semaines après. Et donc le réflexe, Mm. c'était toujours, bah, reprenez rendez-vous pour ça. Et même avec des délais raisonnables, en fait, la plupart des patients ne le font pas. Et quand ils le revoient, c'est à nouveau pour autre chose. Et à la fin de la consultation, à nouveau, ils vont dire ah bah tiens, vous vous rappelez, il y a 6 mois, je vous ai parlé de ça. Et Ouais. alors, hormis les personnes vraiment très, très handicapées, qui ont besoin d'un arrêt de travail, etc., enfin, là, ils vont consulter pour ça, mais ça arrive tellement de fois que ce ne soit pas le premier motif. Et qu'ils n'aient pas de. La première logique qu'on a, euh, moi, les médecins ils m'avaient demandé de les former. euh, Parce qu'ils ne se sentaient pas à l'aise, en tout cas ceux avec qui j'étais, ils ne se Mm. sentaient pas à l'aise pour examiner un dos, pour examiner une épaule, etc. Ils avaient plein de données, mais ils ne savaient pas faire le tri. Et, mais le problème, c'est que du coup, ils ont moins de temps que nous. Et puis, quand c'est dans un contexte comme ça, ils ont bah, encore moins. Tout à fait. Et au final, c'est assez délicat d'arriver à trouver le bon équilibre entre bah, qu'est-ce qu'il faut que je te donne comme outil pour que tu arrives à les utiliser, parce que si je t'en donne trop, bah, juste c'est pas applicable pour toi. Mm. Et c'est vrai que bah, donc nous, ça va entraîner cette pratique où au départ, je voyais que des patients en one-shot pour justement aider à réorienter. Et surtout, la première raison, c'était aider à faire moins d'imagerie, aider à envoyer moins vers des spécialistes et peut-être un peu plus vers du traitement conservateur. Euh, Parce que ben, les médecins m'avaient dit, nous, quand le patient il revient et qu'il a toujours mal, au bout d'un moment, j'ai plus d'arguments. Il veut une imagerie, je sais que c'est pas utile, mais je sais plus quoi lui dire. Et Mm. en gros, là, il s'était appuyé sur moi pour que moi, j'ai le temps de faire un examen clinique, de prendre tout un tas de données et que je puisse les rassurer efficacement. Et tu vois, je parle de ça parce que ça rejoint le sujet d'aujourd'hui. Ah, Et en exactement. fait, le truc qui faisait une énorme différence, le nombre de fois où j'ai des patients qui venaient ou qui commençaient par me dire moi je sais pas trop ce que je fais là parce que de toute façon je veux une imagerie, enfin j'ai besoin d'une imagerie. Et au bout d'un moment, enfin à la fin de la consultation, quand on avait dit ben ok, la bonne nouvelle c'est que vous craignez d'avoir ça, vous voulez vérifier à l'imagerie. Ben, en fait, par rapport à ce que vous me dites,
si vous aviez ça, votre douleur, elle se comporterait comme ça. Et vous me dites que ça se comporte pas comme ça. Et en vous ayant fait ça, il serait passé ça, et vous, il s'est passé autre chose. Et donc, du coup, le nombre de patients à la fin qui n'étaient plus en demande d'imagerie juste parce que j'avais eu le temps, les connaissances et les skills aussi pour parfois modifier leur douleur, mais au moins pour les rassurer, Mm. mais ça a changé tout. Donc cette réassurance, là on est plus dans la réassurance cognitive, on va voir un peu plus après, mais Ouais. cette réassurance-là, elle faisait une différence. Je m'en doutais, mais j'ai vraiment longtemps été surpris à quel point c'était fréquent et à quel point tu pouvais avoir des trucs, ouais, vraiment. Et ouais. Et j'ai oublié de le dire, j'ai une activité d'enseignement aussi en école de kiné depuis 3 ans. Et par rapport à ça, je me rappelle avoir dit hier en ED, on parlait d'un cas clinique sur une bandelette iliotibiale. Et puis je leur dis, bon ok, est-ce qu'il y a des yellow flags, donc des facteurs psychologiques. Puis ils me disent, ouais, il a peur. Je dis, bon ok, bah, mais qu'est-ce qu'on en fait? Il a peur. Il a peur de quoi? Et en fait, c'est un peu pareil, c'est quand le patient veut une imagerie, en général, c'est parce qu'il a peur qu'il se passe un truc qui le dépasse ou qui est grave. Bah oui. Et en général, bah, de faire un bilan, parfois même succinct, en général, moi ce que je vois souvent, c'est des gens qui ont peur que ce soit une histoire de nerfs. Ils appellent ça une sciatique. Et puis, tu leur fais un testing neurologique qui est assez succinct. Ça prend, bon, si tu le fais un peu vite, ça peut te prendre 5 minutes. Et tu leur dis, bah là, j'ai testé, votre nerf, il sert à produire de la force dans les muscles et à sentir ce qui se passe. Vous sentez bien, vous produisez de la force. Je pense pas que le nerf soit impliqué. Là, ils redescendent d'un niveau. Et puis, c'est plus les mêmes sur le reste de la consultation. Bien Donc, sûr. c'est de ça que je voulais parler. Et puis, je rebondis encore là-dessus. Euh, Justement, avec Pierre-Louis, on a eu cette idée-là il y a un peu plus d'un an d'essayer de réfléchir autour de ces notions-là de, comment dire, bah, de collaboration entre kiné et médecin. Et puis, on va proposer une formation justement qui sera adressée aux médecins généralistes pour leur permettre en fait de, comment dire, je pense pas que ce soit façonner leur boîte à outils, ce serait pas le mot. C'est mieux utiliser la boîte à outils, être plus efficace avec les données qu'ils ont déjà en fait. Donc on a ce projet-là qui avance tranquillement parce qu'on est tous les deux très occupés. Mais j'espère que ça se fera le plus vite possible. Ouais. Voilà. Et tu vois, du point de vue du point de vue du clinicien, qu'il soit médecin, kiné ou autre, c'est sûr que pour arriver à rassurer efficacement une personne, il faut avoir euh, confiance dans les connaissances qu'on a aussi. Tu vois, parce que Mm. moi je vois les médecins avec qui j'étais et ils me disaient il y a certains domaines où ben, on n'est pas serein par rapport aux connaissances qu'on a, on pense qu'on n'a pas assez, tu vois. Et donc à partir de Ouais, là, déjà ça rend difficile le fait d'arriver à rassurer un patient. Et, euh, ouais, c'est clair. Et donc, le fait de former, d'amener des choses à jour, de mettre des choses carrées, d'avoir des repères, qui puissent y référer facilement, etc., retrouver facilement, rien que ça donne de la confiance au clinicien et ça va aider le patient. Alors après, il y a des manières de faire qui sont plus favorables que d'autres, Mm. mais c'est pas suffisant. Mais je pense que c'est un des prérequis, limite une base, qui fait que ça va être beaucoup plus facile. Et clairement, les patients, quand ils ont un problème, souvent ils ont besoin d'une explication qui soit crédible, en fait, qui soit crédible par rapport à ce qu'ils vivent. Mm. Déjà ça, Ouais, ça par peut rapport faire à une leur grosse vision différence. de leur pathologie. Voilà, c'est ça. Et moi, je rebondis encore là-dessus. J'ai quand je discute avec des collègues de la maison de santé, on a deux jeunes médecins que je leur fais un gros bisou parce qu'ils sont top. Ils s'appellent Anthony et puis Léna. Et récemment, ils nous ont dit un truc et je sais que tu m'en avais déjà parlé, donc ça m'a fait rigoler quand ils nous l'ont dit. Ils nous ont dit, mais montrez-nous deux trois trucs où on peut faire un examen vite fait et puis savoir, bon bah l'épaule, est-ce que c'est vraiment une capsulite ou pas? Ou un genou, est-ce que y a un truc traumatique ou pas? Et en fait, je me dis, mais oui. Et du coup, j'ai attrapé Anthony, puis je lui ai dit, mais viens, je viens te voir en consulte. On se fait une demi-journée, et puis je vais te montrer des trucs, quoi. Et en fait, c'est magnifique, la collaboration. Et moi, quand je vais en médecine générale aussi, et que Pierre-Louis me montre des trucs, bah, même pour nous, parfois, je sais pas, quand le patient est enrhumé, on peut lui donner des conseils. Enfin, c'est vraiment top, et je pense que c'est un truc qui, dans les prochaines années, où il va falloir
comment dire, qu'il y ait plus de formation interprofessionnelle, en fait, juste pour qu'on ait chacun des petites billes de l'autre profession et qu'on puisse, euh, comment dire, discuter calmement dans le même langage et puis collaborer au mieux. Donc ça, c'est vraiment un projet un peu de vie, quoi. Ouais, c'est chouette. C'est chouette. Et puis tu vois, si on pense aussi à notre profession à nous, qui est un peu chahutée là, Mm. euh, en fait, les médecins, enfin, il y a beaucoup de médecins, ils ne savent pas ce qu'on peut leur apporter. Et à partir du moment où ils t'ont vu en consultation en binôme, voir si tu es capable de proposer les informations, les notions que tu avais, etc., eh ben, enfin, souvent, je pense que ça les surprend. Et là, ils se mettent à se dire, bah, attends, pour telle pathologie, je savais même pas que je pouvais faire appel à toi, je savais même pas qu'il y avait des stratégies, etc. Mm. Et du coup, on a vraiment une plus-value à apporter, et je pense qu'ils ne le savent pas, en fait, la plupart. Et, Et ouais. ça c'est important. Inversement, c'est vrai aussi, hein. Parfois, on ne Ah pense bah, pas. Moi, j'ai appris très récemment que les médecins généralistes, ils pouvaient faire des infiltrations de corticostéroïdes. Je ouais, ne savais pas. Et en fait, ouais, il y en a qui le font, il y en a qui le font pas, mais c'est vrai que si tu le sais pas, tu peux pas, tu peux pas le deviner. Et puis même au niveau des traitements médicamenteux, là c'est super simple en MSP, mais parfois on avait un patient qui dormait pas, et puis nous on comprenait pas pourquoi il avait pas j'ai oublié le nom des médicaments pour s'endormir. ouais. Et puis on discute avec une collègue, et puis elle me dit ouais, mais en fait il a déjà ça, ça va interagir avec ça, du coup tu vas le retrouver dans cet état-là, ses douleurs vont être pires, et en fait tu te retrouves un peu comme un idiot. Tu t'es dit ah ben j'ai eu l'idée du siècle, lui donner des médicaments pour qu'il dorme. En fait c'était pas du tout approprié. Donc moi j'encourage vraiment les échanges entre les professionnels de santé, et je sais que si un jour, ça va arriver parce que j'ai un projet de déménagement, mais quand je changerai de cabinet, je sais que le premier truc que je ferai, c'est que je me ferai un carnet, voilà, avec tous les professionnels de santé qui ont envie de collaborer, parce que je trouve que c'est fondamental pour que les patients soient pris en charge. Carrément. Ok, bah on pourrait en parler longtemps. Moi, je vais me Ouais, retenir un peu parce qu'effectivement, on pourrait en parler longtemps. parlons de Mais l'article. on va Je, en revenir, ouais, on va revenir sur le sujet de l'article. je fais tout ce que je déteste entendre dans un podcast, c'est-à-dire beaucoup de... beaucoup de... comment dire, on part dans tous les sens. De Alors, digression, de ouais. digression, tout à fait, j'en perds mes mots. Euh, alors, l'article, il va classer l'article va classer les mécanismes de réassurance en deux mécanismes principaux qui sont la réassurance affective et la réassurance cognitive. Euh, j'ai regardé les définitions de la réassurance pour qu'on soit sûr de parler de la même chose, et la définition qu'a utilisé Tamar Pincus m'a interpellé, parce que je me suis dit qu'il y avait une notion qui était importante. Elle dit rassurer, donc le terme de rassurer, c'est un comportement du praticien. Et en fait, ce comportement, il est efficace seulement s'il modifie le comportement, la compréhension ou les pensées du patient. Et ça m'a fait un peu le même choc que quand j'étais en études de kiné, et avec la définition de la douleur, alors que j'aurais du mal à reciter, mais qui doit dire quelque chose du genre c'est des dégâts réels ou ressentis comme tels, Perçu. ou perçus. Et là, c'est un petit peu pareil. En fait, la réassurance, on peut parler de réassurance seulement si ça marche. Et Ouais. le piège de la réassurance, c'est que parfois, ça peut avoir l'effet inverse. Et on y reviendra. Et ça m'a fait ressortir plein d'idées de ma pratique un peu plus jeune. Je reviens sur réassurance implicite ou affective. Donc cette réassurance-là, elle est liée, on va dire, plutôt à des éléments d'alliance thérapeutique, c'est-à-dire le sentiment du patient d'être compris, que le médecin montre de l'empathie, qu'il ait une écoute active, et qu'il soit d'accord sur la manière de mener les choses. Et puis il y a la réassurance qu'on appelle cognitive ou explicite, où là c'est plutôt fournir des explications sur ce qui se passe, euh, éliminer des craintes, mais comment dire, en les justifiant, et donner des diagnostics clairs et des options de traitement claires. Et une bonne réassurance, si je speed un peu dans le raisonnement, ça va être un peu des deux. C'est-à-dire que l'alliance thérapeutique est fondamentale pour que pour que vos objectifs soient ceux de votre patient, et l'inverse.
C'est-à-dire que vous devez vous entendre, et ça parfois c'est pas évident, et je crois qu'il y a pas mal de données. Je regardais, justement, j'ai fait une formation récemment qui montrait que, il me semble que la stat est pas précise, hein, mais c'est peut-être plus de la moitié des consultations avec des professionnels de santé. euh, L'objectif à la fin de la... Enfin, le patient, quand il ressort de la séance, il se dit qu'il n'était pas venu exactement pour ça. Hmm. Donc c'est-à-dire que les objectifs n'ont pas été accordés. Et c'est vrai que ça, c'est un truc fondamental justement pour pouvoir commencer à rassurer quelqu'un, c'est que faut qu'on soit sûr qu'on soit sur la même longueur d'onde, qu'on parle de la même chose. Bah, Et ouais, puis, il faut savoir, ouais. excuse-moi, avant de tailler un peu plus loin, juste sur des choses que tu as déjà dites. Donc là, par rapport à ce que tu disais, effectivement, il faut savoir s'il a besoin d'être rassuré et sur quoi. Parce que comme tu disais tout Mm. à l'heure avec tes étudiants, le patient, il a peur. Ouais, mais il a peur de quoi, en fait? Et on peut essayer d'imaginer tout ça, de quoi il a peur, essayer de le rassurer. Mais si c'est pas de ça dont il a peur, en fait, on va juste perdre notre temps et on va le Ouais, saouler. Donc la première chose exactement. à faire, c'est d'abord d'essayer de voir, en fait, c'est quoi qui l'inquiète, en fait, le patient. Et, et tu vois, il y a cette notion de... C'est assez rigolo parce que quand j'ai lu la définition de la rassurance affective là, dans l'article, Ouais. et que dans les références, il cite justement Tamar Pincus, euh, moi, j'avais pas gardé ça. Enfin, pour moi, ça correspondait pas à ce que j'avais entendu Tamar dire. En fait, je me rappelle bien là, quand elle avait fait une présentation au Paris Shoulder Summit à ce sujet-là, justement. Elle avait fait sur Mhm. cet article là, qui cite, où elle disait vraiment la rassurance affective, c'est un peu en mode dire aux patients, c'est bien, ça va aller, vous en faites pas. Tu vois, c'est un peu des termes un peu génériques Ouais. et essayer de rassurer le patient, mais en fait, basé sur pas grand-chose. Par rapport à la science cognitive, on donnait vraiment des faits, des données, des informations, et du coup, qui pouvaient rassurer le patient. Tu vois, elle était vraiment sur le distinguo. Et ce Mm. qui est intéressant dans l'article, c'est que lui, là, il lie la rassurance affective à toute cette notion d'empathie, d'alliance thérapeutique, etc. Et ça, c'est un sujet qui est enfin, qui interpelle et qui intéresse et qui frappe beaucoup de personnes dans les formations d'entretien motivationnel. Euh, Parce qu'en fait, on se rend compte que le piège, tu vois, par rapport à ce que j'avais compris de ce qu'avait dit Tamar, en gros, c'était rassurance affective oubliée, parce que c'est juste, oui, ça va aller, vous allez vous en sortir, machin, enfin, c'est du vent. Ouais. Et rassurance cognitive, il faut y aller, il faut rassurer les patients avec des données, des infos, etc. Eh ben, si on reste que là-dessus, le piège, c'est d'essayer de donner des infos aux patients avant d'avoir manifesté son empathie. Mm. Parce que si le patient, il comprend pas que tu as compris ce qu'il vit, eh ben, il va pas forcément accorder de l'attention, de l'intérêt aux informations que tu veux lui partager. Tu vois, il y a la citation qu'on sort souvent, là, c'est attribué à Roosevelt, là, c'est pas exactement comme ça qu'il l'avait dit après, oui, mais ça ressemble à People don't care what you know until they know that you care. En fait, ils n'ont Mm. pas grand-chose à faire de ce que tu sais, tant qu'ils n'ont pas compris que tu en as quelque chose à faire de ce qu'ils vivent, en fait, de ce qui leur arrive, tu vois. Et Ouais. ça, c'est un truc, ce que je trouve intéressant dans l'article, c'est vraiment, il met en avant l'intérêt de manifester l'empathie, de montrer à la personne qu'on comprend qu'elle est en difficulté, etc. Que ça va pas être marrant, qu'on est là, qu'on a envie de l'aider, etc. Et après, du coup, ça permet de basculer dans la rassurance cognitive où là, on va pouvoir lui donner des données, justement, des infos plus tangibles, concrètes, pour que, pas juste dire, ouais, ça va aller, mais dire, bah voilà, dans votre situation, il y a une bonne proportion des gens, si on fait ça, bah, l'issue est plutôt favorable. Ou quand on observe ça, la plupart du temps, bah, ça ne pose pas de problème pour arriver à calmer les symptômes, etc. D'être plus concret, en fait. Et ça c'était ça m'a à la fois interpellé parce que je me suis dit, mais en fait, ce qu'il dit, c'est pas fidèle à ce que dit Tamar dans l'article. Et mais j'ai pas eu le temps d'aller vérifier exactement ce qui Ouais. était marqué. Et à côté de ça, je me dis, mais c'est quand même intéressant de vraiment me pointer et de mettre ce truc-là en avant parce que c'est précieux, quoi. Faut pas Mm. l'oublier. Et en fait, ce que moi j'ai compris de cette définition-là, ça m'a aussi un peu interpellé parce que j'avais pas ça en tête quand je l'ai vu dans l'article. Et ce que je me suis dit, c'est que si tu démontres une bonne alliance thérapeutique, une écoute active, de l'empathie, mais que t'as pas d'argument clinique, ce que tu finis par faire, c'est ah bon, bah ça va aller, vous en faites pas. Parce que tu montres juste en fait ton empathie, elle se transforme en sympathie, parce qu'il n'y a pas le petit plus de la donnée, quoi.
Et donc la c'est ça. donnée nécessite un examen bah, pas forcément approfondi, mais carré, disons, rigoureux. Ouais, ouais. Donc effectivement, il faut les deux, hein. Mm. Enfin, avec les deux, ça marche mieux, effectivement. Et ouais, avec les deux, ça marche mieux. Donc rester dans cette posture d'empathie et puis délivrer de l'info fiable. Euh, et donc là, on va en arriver au cœur de l'article où, dans les techniques de réassurance qui ont l'air plutôt de faire consensus, on arrive sur trois catégories de preuves. Et en fait, les deux thèmes avec le plus haut niveau de preuve, ce serait la confiance du patient et ce qu'ils appellent le self-efficiency, qu'on va traduire par management de la maladie, de la condition. Euh, Où en fait, si vous donnez de l'info là-dessus et que vous arrivez à augmenter la confiance du patient, à comprendre son problème et à le gérer, c'est là où vous allez avoir les plus gros leviers pour le réassurer. Et eux, dans l'article, ils définissent la confiance du patient donc de trois manières, trois pans de la confiance, c'est-à-dire la motivation à manager sa pathologie, la confiance en soi à, comment dire, à s'améliorer, en fait, ce qui sera un peu l'inverse du catastrophisme, où là c'est la confiance en soi que ça ne va pas s'améliorer, et puis aussi la confiance envers le thérapeute. Ouais. Et au niveau du management, c'est donc le contrôle des symptômes, la sensation d'être compris, et puis là en musculo-squelettique, il y a un gros thème quand même qui revient, c'est que si le patient il a compris que le mouvement c'était quelque chose de plutôt bon, on a tout gagné. Et ça, c'est vrai que c'est un thème euh, où tout le monde est au courant. Je pense que maintenant tous les professionnels de santé qui sont au courant, mais par contre, l'amener sur le tapis, haha. Et je pense que tous mes confrères kinés se sont déjà un peu cassés les dents en essayant d'imposer de l'activité physique ou de dire aux patients qu'il fallait bouger. Et puis, bam, un gros coup de réactance. Tu passes une mauvaise journée après parce que le patient était un peu rentré dedans et tu rentres à la maison, tu y penses encore. Donc ça, je trouve que c'est vraiment... Alors, il y a des petites techniques de communication pour y arriver, mais bon, le premier truc, c'est de pas rentrer dans le lard du patient et de lui dire « Ah oui, non, non, mais il faut bouger hein, quand vous avez ça. » Parce que là, on a tout perdu. Euh, En tout cas, c'est risqué, ouais. ouais. Ouais, c'est risqué en général, très risqué. Ouais. Après, ouais. Après, je sais pas, enfin, je sais pas pour toi, mais le truc qui est le plus aidant à force là-dedans, c'est vraiment de. Alors bon, on en a pas mal parlé dans un des épisodes précédents là, mais c'est la posture de prise de décision partagée en fait. C'est comment dire. Tu vois, ça c'est pareil, ça c'est un truc aussi, c'est un sujet arrivé. Ça se fait pas en 10 jours et même quand on commence à y arriver, on n'y arrive pas à chaque fois et certaines fois on y arrive plus facilement que d'autres en fonction de la personne qu'on a en face de nous, etc. Mm. Mais l'idée c'est d'arriver à se dire que si le patient, par exemple, notre proposition d'activité physique, il apprend pas, c'est pas un échec. Tu vois, si tu arrives à te mettre dans cette posture-là, c'est beaucoup plus facile d'être dans la proposition et de dire à la personne, bah en fait, voilà, dans votre situation, est-ce que vous aimeriez savoir des trucs qui peuvent aider? Ok, et oui, la plupart du temps, les patients, ils vont dire oui, il y a ce genre de questions. Et de dire, bah, par exemple, l'activité physique, on sait que c'est quelque chose qui peut aider, hein. Ça a été étudié, je l'ai constaté avec plusieurs patients, etc., dans le passé. Qu'est-ce que vous en pensez? Et là, si une personne décide de ne pas prendre la proposition, eh ben, ne pas prendre ça pour soi. Parce que le problème, alors, on peut essayer d'aller plus loin en se disant il a peut-être pas assez d'éléments, etc. Mais une fois qu'il a tous les éléments, s'il choisit de ne pas prendre l'activité physique par rapport à ses représentations à lui, par rapport à tout un tas de raisons, son cadre de vie, enfin j'en sais rien. Ouais. En fait, c'est juste un traitement qui ne convient pas. Tu vois, c'est comme ce que tu disais tout à l'heure, où tu dis, mon patient il a mal et j'aurais besoin qu'il dorme mieux, on va lui filer des somnifères. Tu fais, bah ouais, non, mais ce patient, s'il prend des somnifères, vu les interactions médicamenteuses avec ce qu'il prend déjà, c'est vraiment une très mauvaise idée. Ou c'est un patient, on sait qu'il peut devenir addict assez facilement, donc on va pas lui filer certains médicaments qui peuvent l'amener à de l'addiction. Et donc en gros, c'est une proposition qui pourrait être pertinente, mais par rapport au contexte de ce patient-là, ça ne marche pas. Et du coup, s'il le prend pas, c'est pas un échec, tu vois. C'est pas je suis un mauvais thérapeute parce que ma solution elle marche pas. C'est juste que Ouais. ça colle pas, tu vois. Et ça, c'est un truc, tant qu'on n'arrive pas à se libérer de ça, je pense qu'on est
c'est difficile de pas être dans le réflexe correcteur et d'avoir envie de convaincre la personne de dire il faut que j'arrive à trouver un moyen pour que ça passe, tu vois. Ouais, c'est très difficile de, en tant que professionnel de santé, de ne pas se rendre responsable de la santé des autres. Je trouve que Mais c'est ça a été au début de ma pratique difficile exactement de se ça. détacher de ce sentiment. Et en fait, c'est en général, de plusieurs retours que j'ai eu d'amis, de collègues, à partir du moment où ça te suit à la maison, Ah tu bah, rentres chez toi et tu dis, ah bah lui, putain, je l'ai braqué, il a pas fait ça, donc c'est ma faute s'il est en mauvaise santé. Là, faut commencer à se poser des questions. Et ouais, en fait, tant que la décision est éclairée, bah, c'est des choix de vie, hein. Puis on bah, travaille c'est avec de ça. l'humain. C'est ça. Si on veut que les gens ils se prennent leur santé en main, qu'ils deviennent autonomes, c'est tous ces grands mots là, que on sort. Mm. Je me rappelle d'avoir fait passer un DE dans un IFMK il y a quelques années où la personne qui nous avait présenté son mémoire, il sortait plein de mots comme ça, et quand on le questionnait derrière, il savait pas quoi dire en fait. Il mettait tous les mots qu'il fallait, mais il savait pas ce que ça voulait dire. Enfin, il savait pas expliquer ce qu'il y avait derrière. Mais en fait, tant que si tu fais une position partagée, que c'est la personne qui décide pour elle-même, ben, elle prend la responsabilité de ses choix. Il va y avoir des inconvénients, et en fait, si on veut rendre les gens responsables, il faut pas décider pour eux, il faut pas essayer de leur imposer. Enfin, en tout cas, si on essaie de leur imposer notre point de vue, et du coup, si on considère que si on n'a pas réussi, on est responsable du résultat, bah non. En fait, on n'est pas en train de s'appuyer sur le fait que eux puissent être responsables de leurs choix. Après, ce qui est difficile, ça va être les idées de bah oui, alors s'il fait ce choix-là, ça va coûter plus d'argent à la société, la sécu, etc. Ça c'est vrai, et c'est un autre sujet. Juste, euh, parfois, je pense que c'est important aussi de réaliser que t'as des patients, par tes interventions, tu vas modifier beaucoup de choses dans leur pensée, dans leur façon de Mm. fonctionner, etc. Et tu as des patients, en fait, tu vas mettre une goutte de. Alors, c'est une image, je sais pas, ça m'est venu il y a un peu plus d'un an, ce truc-là, je me rappelle bien où c'était pendant une formation où j'étais apprenant et tout le monde était en mode mais si, mais on peut pas laisser partir un patient comme ça, etc. On peut pas, hein, c'est notre responsabilité, tout ça. En fait, moi, j'aurais dit, mais moi, j'imagine une baignoire, et la baignoire, c'est la vie du patient, tu vois. Et nous, on arrive, on veut mettre un petit goutte de colorant, on a l'impression que la baignoire, elle va changer de couleur, quoi. Alors que Ouais, c'est. Et alors que, bah non. Alors oui, parfois, tu vas avoir un colorant, ça va changer toute la couleur de la baignoire, tu vois. Mais parfois, en fait, il y a tellement d'autres choses dans sa vie. Il va faire ouais. tellement d'autres trucs, il va parler avec tellement d'autres personnes. C'est tellement. Il y a une composition d'eau qui fait que ton colorant, il n'aura aucun effet. Et, Mm. enfin, c'est un. Moi, je pense que ça aide de réaliser que on, on fait ce qu'on peut, tu vois, et de notre mieux. Alors, faut pas que ça rende feignant, hein, c'est pas ça le sujet. Mais les personnes qui ont des difficultés à gérer ces situations-là, c'est pas les personnes qui sont feignantes et qui vont pas en faire assez, tu vois. Ouais, ouais. Et voilà, mais par contre, de réaliser que bah, il faut être humble quand même. Enfin, Ouais, on est une voix 2 fois 30 minutes par semaine pendant, allez, max 6 mois. Bah, ça arrive que ce soit un peu plus long, ça tu mais le ouais. vois quand il y a deux conjoints, la conjointe qui tient le discours inverse à un patient qui est pas convaincu et qui va tenir le discours inverse à un patient tout le reste de la semaine par rapport aux séances, bah, tu vois bien que c'est Mm. compliqué, quoi. Et Et c'est ouais, normal. et c'est là où moi je trouve que le travail pluri-pro il est vraiment génial. Je prends un exemple qui m'est arrivé récemment. C'était pas tellement de la réassurance, mais on va dire que c'était plutôt un changement de style de vie où en fait j'ai sous-estimé, je pense, la puissance du travail pluri-pro. Je reçois un patient en bilan qui vient avec des douleurs neuropathiques chroniques et une douleur mécanico-inflammatoire du genou qui ressemblait sur un petit trauma. Donc bon, je vérifie qu'il n'y a rien de grave. Et puis en fait, en discutant avec lui, donc lui sur l'ordonnance, il a marqué le genou. Puis je me rends compte qu'en fait, ce qui l'enquiquine vraiment, c'est que les douleurs neuropathiques et les pertes de force l'empêchent je sais pas, aller au parc avec ses petits-enfants, faire plein de choses de la vie courante. Et puis, je remarque quand il rentre dans la salle quand même que bon, ça sent très fort la cigarette, disons. Et puis, je lui dis, bah ok, donc il a ce monsieur, je lui dis, bah qu'est-ce que vous connaissez des douleurs neuropathiques, des fourmillements que vous ressentez. Puis, en fait, il savait pas trop d'où ça venait. Et puis, juste en lui donnant quelques infos, et puis en lui disant, bah écoutez, très grossièrement, quand vous avez ce type de douleur-là, c'est que les artères autour de vos nerfs, elles ont un peu moins de sang, elles sont un peu rétractées. Donc voilà,
Je lui dis, le jus passe pas très bien, puis le nerf, il aime pas ça, donc il vous le fait savoir. Et je lui dis, bah, à votre avis, qu'est-ce qui peut redonner du sang dans le nerf? Puis il me fait, oh, je sais qu'il faut que je bouge. Et bon, histoire de dire, j'ai pas trop envie. Et puis après, je lui dis, bah, il y a autre chose, si je peux me permettre. Et puis je lui ai introduit le truc de la cigarette. Et en fait, on avait, à ce moment-là, à la maison de santé, une action de prévention où l'infirmière du cabinet, Stéphanie, faisait des tests respiratoires fonctionnels. Puis en fait, il est allé là-bas, il a fait son test, elle lui a donné des patchs, il a été suivi par un médecin de la maison de santé, il est venu en kiné pour son genou, mais en fait, moi je suis un petit filou, le genou, je m'en suis pas trop occupé parce que je savais que ça allait aller, mais on lui a fait faire du cardio. Et en fait, ce patient-là, ça faisait, je sais pas, peut-être 10 ans qu'il avait des douleurs neuropathiques. Et en fait, il a mis le doigt dans l'engrenage, et c'était peut-être le bon moment de sa vie, mais vu qu'on était plusieurs à avoir le même discours, bah ça a super bien fonctionné, et je pense que avec 4-5 gouttes d'eau d'un colorant bien fort, t'as plus de chances de changer la couleur de la baignoire. Ouais, c'est ça. Et puis tu vois, comme tu as dit tout à l'heure, c'était un moment dans sa vie, c'était le bon moment dans sa vie en fait. Et ouais, Tu vois, l'importance d'être avec ses petits-enfants, a peut-être grandi. Enfin, ça tu sais pas. Et par contre, effectivement, tu vois, quand on est en revenant à nouveau à ces histoires de réassurance, le fait qu'un. Moi, le nombre de patients qui m'ont dit, mais c'est quand même vraiment bien de voir, enfin, que je vous vois dans le bureau de mon médecin, de savoir que vous bossez ensemble, etc. Ça, c'est la rassure aussi. hmm, Donc, ouais, tout à fait. à la fois, le fait qu'ils aient le même discours, bah, c'est rassurant parce que ça diminue le niveau d'incertitude, qui est toujours inquiétant pour les personnes par rapport à ce qui leur Hmm. arrive, ce qui va pouvoir se passer, tout ça. Et puis, effectivement, ouais, tenir le même discours, c'est quelque chose qui est. Mais tu vois, encore une fois, c'est tout ça, c'est important et c'est important de voir comment on peut faciliter tout ça. Tu vois, comment on peut améliorer nos capacités à être plus performants là-dedans et à côté de ça, réaliser que il y a des choses qu'on ne peut pas influencer et pas tout se mettre sur la tête, quoi. Tu vois, juste, Hmm. juste arriver à faire. Et c'est pas facile, hein. Arriver sur le moment, tu as des situations en fonction du patient en face de toi, tu sais pas pourquoi, mais celui-là, aujourd'hui, tu n'arrives pas à passer au-delà, tu vois. Tu te dis, mais c'est pas possible, ça peut tellement l'aider, et s'il prend pas ce truc-là, ce serait tellement dommage par rapport à ce qu'il vit, tout ça. Parfois, c'est vachement dur, d'autres fois, tu irais mieux. Et par contre, après, l'important, c'est effectivement, comme tu disais, des patients qu'on ramène à la maison, bah, arriver à prendre du recul, avoir un peu de pratique réflexive pour pouvoir poser des choses, soit sur papier, en parler, Hmm. exprimer ça pour pas que ça nous tourne dans la tête et que ça grossisse. Et ouais, tout ça, c'est important. Ouais, je prends un peu de temps là, sur le truc parce que c'est vraiment des sujets en formation qui reviennent tellement souvent. Et quand on aborde les choses et qu'on pose ces choses-là, il y a toujours des personnes qui viennent nous dire à la fin, putain, ça soulage d'entendre ça parce que en Ouais, fait, on fout la pression tout seul tout le temps et ça peut devenir dur à vivre, quoi. c'est c'est Yannick Barthes-Cadusson qui nous avait dit la dernière fois, en général, les formations de TCC, c'est à moitié pour tes patients, à moitié pour toi. Et c'est vrai que ça permet de parler plein de choses. Et moi, j'ai eu beaucoup de chance là-dessus. C'est que quand j'ai commencé à travailler, mes premières 2 années, j'étais dans un cabinet avec. Alors, tu dois les connaître, Anthony Demont et Théo Chaumeil Oui, à Paris. Et ils bossaient avec le centre antidouleur de la Salpêtrière. Et en fait, bah, vu qu'il y avait beaucoup non, de la Riboisière. Vu qu'il y avait beaucoup de douloureux chroniques, ça arrivait que bah, je finisse par en récupérer quelques-uns, donc j'ai pas mal travaillé avec des douloureux chroniques. Et en fait, j'ai toujours eu une pratique réflexive avec ouais, je peux appeler ça des mentors. ouais, Et ce qu'ils m'ont dit, c'est ce truc de, bah, écoute, déjà, toi, tu sais que tu leur racontes pas n'importe quoi, plante la graine, et puis si ça pousse, tant mieux, si ça pousse pas grave, accompagne-les, et puis tu vois ce que ça donne. Mais tu le rends pas à la maison et puis parle-nous-en quoi. Donc je pense que c'est important aussi d'avoir des mentors, d'être bien entouré, de bien s'entendre avec les gens de son cabinet, c'est fondamental. c'est ça. Et donc l'idée derrière tout ça, après, c'est de se dire à quel moment est-ce que je suis serein d'avoir mis un maximum de moyens à disposition de la situation. Et tu vois, parce qu'il y a ce moment de, est-ce que en fait, c'est que je sais pas faire et j'ai besoin de me former? Hmm. Est-ce que je sais faire mais j'ai pas réussi à le faire? Bon, bah, il y a peut-être des circonstances qui ont fait qu'aujourd'hui j'ai pas réussi, mais ça c'est ok. Mais tu vois, ou est-ce que
ben là, ça m'échappe en fait. Ça dépend plus de moi. Il y a le contexte du patient qui fait que de toute façon, ça, c'était pas changeable. Et plus on se forme, et plus cette limite, elle s'éclaircit en fait. Ouais, Il y a moins, il y a, alors, ça existe toujours, mais il y a moins ce sentiment de mince, est-ce que c'est moi ou pas, ou on a plus de repères. Ça, c'est intéressant. Et tu vois, dans les repères de cette histoire de réassurance affective cognitive, déjà, on peut se dire, bah, est-ce que j'ai réussi à faire ce qu'il fallait pour créer une bonne alliance thérapeutique avec mon patient? Et après, donc il y a un bon contexte. Et après, est-ce que j'ai réussi à lui transmettre des informations d'une manière où favorable pour que lui, il les prenne, il les comprenne, il puisse s'y intéresser, se poser vraiment la question. Est-ce que ces ouais, informations-là, moi, je me sentais suffisamment à l'aise d'être à jour dessus? Tu vois, ça, c'est des choses qu'on peut maîtriser. Et là, du coup, il n'y a pas de sujet de... C'est notre responsabilité, ça, d'être capable de faire ça, tu vois. tout à fait. Voilà. Et après, le reste, ben, on voit, ça, parfois c'est un gros impact, parfois c'est moins. Mais clairement, ces choses-là, c'est notre responsabilité d'être bon là-dedans. Donc, Mm. du coup, bah, ça peut peut-être nous permettre de revenir à nouveau sur l'article. Et ouais, et sur l'article justement, donc là j'ai énoncé seulement les très hauts niveaux de preuve, Ouais, donc la confiance du patient et puis la self-efficiency. Et en fait, ils ont fait une deuxième partie où ils parlent de justement quels sont les facteurs de réassurance qui pourraient faire que ça ne rassure pas le patient. ouais, Et, et là, la première chose qui est montrée, qui est démontrée, c'est la peur. Et donc, c'est à quel point votre discours de professionnel de santé peut faire peur au patient, malgré que vous vouliez le rassurer. Et en fait, le premier élément qui est pointé du doigt là-dessus, c'est comment dire, des explications trop patho-anatomiques, trop précises, trop mécaniques et qui font peur aux patients. Et en général, c'est les explications dont ils se souviennent le mieux en plus et dont ils parlent à leurs proches. Et c'est c'est pour ça. ça qu'on se retrouve avec des histoires de le disque c'est comme un donuts et si la confiture sort, bah ça comprime le nerf et Non. puis c'est foutu. Et ça c'est à chaque fois que la douleur descend dans la jambe. Et c'est comme ça que tout le monde a des sciatiques. Ouais, Donc ça c'est un peu un mal sociétal disons. Et je pense que tous ensemble on peut arriver à arrêter de faire ça. Et je pense qu'en kiné, pareil, c'est des stats que je sors de mon chapeau, mais il y a bien la moitié des patients qui viennent avec des idées préconçues de ce qu'ils ont, où ça fait peur. Et quand ils te racontent, moi j'aime bien poser la question, d'après vous, quelle est la cause de votre douleur? Qu'est-ce qui se passe dans votre corps? Et en fait, quand tu écoutes le discours du patient, tu dis ah ouais, bah ouais, j'aurais mal pareil, je pense. Si mon bélier il sort dans mon dos et que ça appuie sur ma racine, ouais, ouais, je comprends bien. Et donc ouais, en fait, on se rend compte que parfois on essaye de bien faire en se disant en plus, c'est hyper dommage parce que je vois ça avec mes étudiants encore, ils sont super, ils sont trop mignons, ils sont hyper consciencieux, et puis ils ramènent toutes leurs synésio, leur bioméca, leur anat, et puis ils t'expliquent le truc, ils font des schémas, et en fait tu vois le patient qui est en train de de- émotionnellement de ne pas supporter ce qui est en train de se passer. Et moi maintenant j'ai adopté la politique du keep it simple, c'est vraiment je reprends un truc tout simple, j'aime bien raconter des histoires de patients parce que pareil quand j'écoute un podcast, je trouve que c'est toujours des choses qui sont assez inspirantes. J'ai eu une patiente en début de semaine, je l'appelle pour prendre un rendez-vous, elle est sur liste d'attente et puis elle me dit bon bah j'ai eu une disectomie. Et moi je me suis formé récemment avec Jean-Philippe Deneville là-dessus. Je me dis oh yes, je vais faire de la supervision. En plus, avec lui, ça faisait longtemps que j'avais pas vu de rachis s'opérer. Je me dis, bon, bingo, trop content. Et puis elle me dit, par contre, il faut que je vous dise quelque chose. Euh, ma hernie est sortie en séance de kiné. Donc je suis super anxieuse de venir vous voir. Bon, là, je me dis, il y a deux choses qui se sont passées dans ma tête. C'est, euh, ok, déjà, va falloir que j'assure sur le niveau alliance thérapeutique et que je lui montre que je suis pas un charlot. Et deuxième chose, c'est là, pour la réassurer, il va falloir que j'utilise bien toutes les guidelines de l'article. Donc, cette patiente se présente, et en fait, bon, en creusant un peu, elle a eu sa hernie effectivement dans une séance de kiné, et puis en plus sur des activités qui n'étaient pas trop contraignantes, enfin que j'estime pas à risque.
C'est-à-dire qu'elle est venue chez le kiné pour un truc traumato, et puis elle a eu mal au dos, mais on dirait une lombalgie commune, et puis il lui a fait un massage et des étirements. Parce que ce que je disais à mes collègues, ça va, il lui a pas fait faire du deadlift à 150 kilos ou Ouais. du Jefferson curl. Je veux dire, c'est Ouais. pas trop mis en risque. Donc là, je me suis dit, Super. quelle image elle a de son dos pour si elle se dit, ça, c'est des trucs contraignants pour mon dos. Ouais. Et j'ai eu de la chance, en fait, cette dame, j'ai été filou, je suis resté très, très ouvert, j'ai posé des questions, j'ai pas imposé mon point de vue. En fait, elle s'est rendue compte qu'elle avait pas eu de peau quand même. Donc ça, c'était cool. Et on en vient au sujet de réassurance principale, c'est que cette dame, donc elle a eu une hernie L5S1, une hernie, donc elle a eu les médecins, je crois qu'ils appellent ça une sciatique paralysante, donc elle a eu une perte de fonction motrice, elle a dû se faire opérer, et en fait ils ont trouvé une protrusion discale sur l'étage au-dessus. Et puis bah, c'est un drame pour elle. En fait elle se dit à tout Mm. moment je rebouge, et puis ça repart, et rebelote chirurgie. Et là ce qui m'a sauvé la mise, c'est que là, il faut quand même des connaissances assez pointues, je pense, pour pouvoir dire est-ce que la hernie elle risque de sortir ou pas. Et ce Bah, qui... faut être confiant. Faut être confiant Ouais, dans ces connaissances-là, faut être, ouais. faut être confiant dans ces connaissances-là. Et on en revient au truc de si tu veux faire de la bonne réassurance cognitive, en fait, faut être solide sur les appuis, sur tes connaissances théoriques et pratiques. Ouais. Parce que, de un, si toi, t'es pas certain, bah, tu vas pas vouloir le faire. Et si tu le fais, ça va se voir que t'es pas certain. Et je pense que c'est pire de le professionnel de santé qui est pas trop sûr de ce qu'il te dit, si tu le ressens en tant que patient, c'est vraiment pas agréable pour l'avoir déjà expérimenté quelques fois. Et donc en fait là j'ai appris justement avec Jean-Philippe à décrypter des IRM, donc je suis pas radiologue, hein, mais je sais voir en gros si l'hernie est grosse ou pas quoi. Et donc on Mm. a pris son disque, on l'a mis dans l'ordinateur, on a regardé, en fait ce qui était cool c'est qu'il y avait sa hernie L5S1 qui était complètement exclue, alors là oui il y avait la taille d'un pouce dans le canal vertébral à droite du côté de son symptôme, et en fait de l'autre c'était une espèce de protrusion, mais je pense qu'elle faisait 2 millimètres. Mm. La dame a 55 ans, donc c'est un disque qui est tout à fait normal. Et en fait le fait de lui avoir montré ça, waouh, comment elle est, c'est vraiment ces choses marquantes, elle est redescendue en pression, elle a fait ah ok, en fait ça va. Et du coup elle a complètement adhéré au traitement, et puis là on en est, je l'ai vu la deuxième fois, et puis elle fait du renforcement comme en Sorensen, et puis elle y va, donc elle va pas en full flexion parce que ça l'irrite, mais elle a compris que c'était pas, qu'elle allait pas s'abîmer. Donc ça c'est un bon exemple de construire une bonne alliance thérapeutique, donc cet aspect affectif et cet aspect cognitif qui doit être... à l'imagerie, c'est vrai qu'on peut l'utiliser de manière assez puissante en fait. Ça, je me rendais pas compte avant. Ouais. J'étais très anti-imagerie. Et en fait, maintenant, plus du tout. Bah non. Souvent, on est les premiers à vraiment prendre le temps de tout éplucher, de poser le truc, de pas faire un truc à la va-vite. Prendre, bah, voilà, là, ils ont dit ça, ça veut dire ça, là, ils ont dit ça, ça veut... En fait, c'est un tel outil pour rassurer les patients. Mm. Quand ils arrivent déjà avec, alors oui, c'est sûr que parfois, quand on peut éviter de le faire si c'est pas utile, bon, mais quand ils arrivent avec, clairement, ouais, d'en profiter pour se dire, voilà, bah, qu'est-ce qu'on vous a expliqué? Et espérer que la personne nous dise, bah, personne m'a rien dit, et là on se dit, ouais, cool. Yes. Comme ça, je La vais porte pouvoir est faire d'une ouverte. page blanche, je vais pouvoir, voilà. Mais, mais tu vois, c'est un truc, c'est assez rigolo parce que, donc effectivement, là, ils mettent en avant que ces explications patho-anatomiques, ça peut être un vrai problème. Et à côté de ça, on vient de dire que parfois ça peut rassurer des gens. Et donc, tu Ouais. vois, il y a cette histoire de n égale 1 et, et probablement que le préalable. Là, tu vois, tout ce que tu as dit, là, c'est une super illustration parce que tu as été très curieux, tu as posé plein de questions, tu as vraiment essayé de comprendre ce qu'elle a vécu, son point de vue, etc. Au point de te dire, bah ouais, si j'y avais vécu ce qu'elle vivait, ben moi, je ferais pareil, quoi. Tu vois, Bah, tu j'aurais arrives peur. vraiment à comprendre. Ouais, vraiment à comprendre, quoi. Et même parfois à se dire, putain, je serais peut-être même pas capable de faire ce qu'elle fait à sa place. Donc, Ouais, et de la valoriser, c'est courageux. À votre place, j'aurais eu peur d'aller en kiné. Et c'est vrai, j'aurais eu peur d'aller en kiné hein, avec son clairement, histoire. clairement. Donc, déjà, tu vois, au lieu d'avoir un truc où la personne, elle arrive avec des choses qui t'arrangent pas, parce que ça va être des freins à ta prise en soin, Mm. ben, en fait, tu te dis, mais non, en fait, c'est pas contre moi, là. Juste, elle subit ça. Et en plus, t'arrives à te mettre à sa place, donc ça, tu redescends toi parce que t'es pas agacé de ça, tu vois. Et en plus, tu arrives à trouver le moyen de la valoriser.
Donc ça aussi pour l'Alliance, c'est super fort. Et après, bah, tu as des connaissances suffisamment solides pour donner confiance, pour pouvoir lui partager des explications, etc. Et tu vois, il y a un peu dans cette notion de... Tout à l'heure, avant de donner ton exemple, quand tu disais, effectivement, ces histoires d'explications pathognomoniques, c'est un problème. Mais je pense que c'est un problème, euh, parce que souvent c'est donné sans avoir mis de l'alliance avant, Mm. c'est donné sans être sûr que c'est un truc qui inquiète la personne ou pas. Et on n'a pas à faire descendre la personne, comme tu le dis, et que le problème, c'est que, tu sais, le nombre de fois où tu as des patients qui vont dire, ouais, mais mon médecin, il m'a dit ça, mon kiné, il m'a dit ça. Ah Mais en ouais. fait, quand tu as affaire au médecin, il va te dire, mais non, mais j'ai jamais dit ça. Et en fait, il faut bien comprendre que une personne qui est en détresse, un cerveau qui est en situation de urgence, détresse, etc., il va pister toutes les informations potentiellement négatives, il va avoir un biais monumental sur ça, et il va les amplifier. Donc un mot qui peut être interprété, la personne, elle va pouvoir se faire une histoire de ça alors qu'on ne lui a pas du tout dit ça, quoi. Et elle Mm. va retenir quelque chose qui n'a pas forcément été dit. D'où l'important d'être précis, et l'important, comme tu l'as dit tout à l'heure, d'abord de les faire descendre un peu, quoi. Les faire se Ouais. sentir à l'aise, etc. On peut diminuer cet impact-là. Et après, probablement que un truc important aussi, et il me semble que tu as mentionné dans cet exemple celui d'avant, c'est leur demander si ce qu'ils ont envie de savoir. Parce que tu vois, tu as des gens, l'exemple bête, c'est, je dirais, enfin, c'est un peu différent, mais je pense que ça se rejoint. C'est l'exemple bête, c'est en pré-op. Tu as des personnes, ils seraient intéressés de voir une vidéo de l'opération, et tu as des personnes, ils veulent surtout pas voir ça, quoi. Ouais, mais tu vois, mais c'est con, mais Ouais, c'est vrai. parfois on oublie de demander. T'as des gens qui vont dire, bah attendez, je vais vous montrer. Et il y a des gens, ils vont s'accrocher au siège, et en fait, c'est une catastrophe. Il aurait jamais faire, enfin, il aurait jamais faire ça, quoi. Faire ça. Et Mm. l'idée, c'est ça. Si tu vois, là, moi, en fait, il y a des personnes, euh, si on comprend mieux, ils comprennent mieux ce qu'il y a sur l'imagerie, bah, ça les aide, ça les rassure, et donc du coup, après, c'est plus facile pour eux d'arriver à faire des choses pour leurs problèmes. Si tu dis ça à un patient, est-ce que vous, je vous en parle de l'imagerie ou est-ce que c'est vraiment quelque chose, bah, c'est trop difficile pour vous, vous préférez pas? Bah voilà, là, la personne, les quelques personnes pour qui c'est défavorable, bah, déjà, tu vas pas tomber dans le piège. Et, euh, et après, tu vois, quand tu en parlais tout à l'heure, moi, le premier exemple qui m'est venu, c'est, tu vas avoir des personnes qui sont ingénieurs ou des personnes qui ont besoin de cette compréhension-là, en détail, tu vois, et eux, tant qu'ils ne l'ont pas eu, ça va pas aller, quoi. Et eux, Mm. s'ils ont affaire à une personne qui leur fait un cours magistral, ça va énormément les rassurer. Mais t'en as d'autres, ça va les saouler, t'en as d'autres, ça va les faire flipper. Enfin, tu vois, et donc, moi, il y a une période, tu vois, où les MGEN et les ingénieurs, machin, il y a plein de gens qui disaient qu'ils aimaient pas ça. Mais moi, j'adorais ça. Parce que moi, des infos à leur donner, mais j'en ai des tas, tu vois. Et j'arrivais toujours à répondre à toutes leurs questions. Et à force de répondre à toutes leurs questions, ils me faisaient vachement confiance, tu vois. Parce Ah, que c'est vrai. il y Ça avait montre un plein degré de d'infos, en fait. compétence aussi. Ouais, mais le problème, c'est que si je commence à faire ça avec des gens qu'on n'a pas besoin, mais là, je perds du temps, je les saoule. Je... et tu vois, donc, l'idée, c'est ça aussi, c'est de prendre conscience. Alors, on a notre style, on s'adapte plus ou moins, mais, mais de se dire, ok, mais c'est vérifier avec l'autre, en fait, t'as besoin de quoi? Moi, je peux t'apporter ça, mais en fait, toi, t'as Ouais. besoin de quoi? Et je sais que dans toutes les techniques, les stratégies, il y a des pièges, il y a des inconvénients, peu importe, et tout le temps. Donc, du coup, de se dire, attends, cet inconvénient-là, avec lui, là, est-ce que sonder un peu, voir pour éviter de tomber dedans, si avec cette personne, c'est pas une bonne idée, tu vois? Enfin, Ouais. tout ça, ouais. Ouais, là, on est dans la rassurance, hein, comment l'amener, etc. Mais c'est super intéressant, ouais, c'est cool d'amener ça. Et j'avais le. Tu me fais penser à un truc qui m'est arrivé. Comme tu le sais, je suis exposé à des douleurs de dos de manière récurrente et ça m'est déjà arrivé d'aller, tu sais, consulter un médecin sur Doctolib un peu en galère. Puis il m'avait fait un laïus sur la lombalgie et puis Ah l'activité oui, physique. Puis il m'avait même pas demandé si j'étais kiné ou quoi. Et en fait, je m'étais retrouvé à cette place de. Bah, je respecte quand même le professionnel de santé, donc je l'interromps pas et puis je reste à ma place. Et de me taper 10 minutes de ça pour lui dire à la fin, bah, je suis kiné, je fais du sport 6 fois par semaine, comme un, comme un fou. Et en fait, moi, quelque chose qui m'a vachement aidé par rapport à ça, bah, tu le diras encore mieux que moi, mais j'ai introduit cette notion-là dans la réassurance, c'est le DDPD, le fameux DDPD en EM. Et en fait, c'est des petits trucs
tout cons comme ça, et en fait, qui ont été démontrés. En général, on se dit, ouais, les techniques de communication, ça prend du temps. Mais en fait, non, ça fait gagner du temps. C'est que ça te prend du temps à la première séance, 5 minutes, mais en fait, ça te retire de l'anxiété pour les 20 prochaines séances où tu vas devoir essayer de rassurer le patient et tu vas perdre du temps. En fait, le DDPD, c'est demander, partager, demander. Tu me reprends si je dis une bêtise. Hein. Ouais, vas-y, vas-y. Et ce que j'aime bien, c'est... donc le premier D, c'est demander ce que le patient comprend de ce qui lui arrive. Donc, par exemple, si on prend l'exemple de ma patiente, j'aurais pu lui demander, vous avez eu cette hernie, à votre avis, qu'est-ce qui s'est passé dans votre dos? D'où ça vient? Des questions très larges comme ça. Puis le patient, il va vous dire soit des choses pas complètement cohérentes. Ma patiente, c'est ce qu'elle a fait. Je sais pas, j'ai pas eu de peau, j'étais chez le kiné, et du coup, je me sens fragile du dos. Je pense que ça peut partir à n'importe quel moment. Et donc, avec cette patiente-là, j'aurais pas le même discours que quelqu'un qui me dit moi, je sais pas, j'ai déjà eu ça à Paris, j'en ai qui m'ont sorti c'est une malédiction. Je suis maudit. Ok, je vais pas du tout avoir la même approche. Le deuxième D, c'est demander la permission de partager de l'information. Ça, pareil, dans mes jeunes années, la première fois qu'on me l'a enseigné, je me suis dit, mais le petit con, mais c'est une perte de temps, s'il est là, c'est qu'il veut de l'info. Mais Justement, on vient de le dire, pas tout le temps. Et puis ça peut être, on peut se retrouver dans la position du médecin qui explique au kiné la lombalgie quand il a mal au dos. Donc on demande la permission, en général ça les surprend et puis ils se disent on m'avait jamais posé cette question et ça renforce vraiment ce truc d'alliance thérapeutique et puis comme on l'a dit de réassurance affective en fait. Ok, je suis dans un endroit où on me demande la permission même pour des choses aussi qui pourraient paraître automatiques, qui pourraient paraître obligatoires en consultation. Donc DD, demander ce qu'il sait, demander la permission. P, c'est partager. Donc là, s'il vous donne l'autorisation, vous faites votre laïus d'explication avec les recommandations qu'on a vues dans l'article. Donc ce serait, d'après les éléments de votre bilan, vous êtes sûr que ce sont des éléments pertinents, d'expliquer en quoi la condition est... Enfin, d'expliquer la gravité de la condition, parce que parfois, en fait, on peut ne pas être rassurant non plus, en fait. Je reprends mon exemple, moi je me suis fait une grosse entorse de cheville avec un œdème osseux, où, j'aime bien dire ça, j'avais une continuité anatomique entre mon segment jambier était un cylindre. Donc c'est-à-dire que c'était un poteau, quoi. Et puis moi j'allais courir dessus, quoi, au bout de 3 semaines, puis j'avais super mal. Et en fait, je suis allé voir des amis qui sont formés en communication, et une amie en particulier, et elle était très à l'écoute, très empathique, et en fait elle a pas assez su me dire, là tu te mets en danger. Et c'est ses collègues qui passaient à côté pendant que j'étais sur le plateau technique, donc moi j'étais en tant que patient, qui m'ont dit mais Clément, t'es un idiot, qu'est-ce que tu fais avec ton pied là? Tu cours là-dessus, mais tu vas te fumer, tu serais encore ici l'année prochaine. Et en fait, ça m'a plus marqué et ça m'a plus aidé parfois que en fait, le surplus de sympathie. Donc, je remercie ma kiné pour son empathie. C'est quelque chose que j'apprécie encore d'ailleurs. Mais finalement, les collègues avaient raison. Hein. Les collègues avaient raison. 1 an et demi, j'étais encore au cabinet, puis j'avais encore mal à la cheville. Donc, le partager, c'est aussi, je trouve, être cohérent par rapport à la pathologie de la personne. Récemment, j'ai une amie qui est sportive de haut niveau, qui a eu un spondylolisthésis, et son kiné il lui a dit écoute, tant que tu continues ton sport au même niveau, je suis pas sûr de pouvoir t'aider, parce que le traitement d'un spondylolisthésis conservateur, c'est d'avoir des abdos et des lombaires forts et gainés, sauf qu'elle est sportive de haut niveau, donc c'est pas ce qui lui manque. Bref, donc partager l'information. Et le dernier D, qui est hyper important, c'est demander ce que le patient en a retenu. Et ça, j'ai vu une petite stat justement dans le cours en technique avancée de communication. C'est que ça, on surestime de 9 fois le temps que ça prend dans une consultation, alors qu'en général, en 2-3 minutes, c'est fait. Et c'est hyper important. Je fais tout mon laïus sur la dissectomie. Ok, le chirurgien, il a retiré la hernie,
Et puis là, le disque à l'arrière, il est en train de se cicatriser. Donc, pendant quelques semaines, ce serait pas forcément une bonne idée de se pencher en avant. Ce serait comme étirer une plaie. On va préférer garder le dos neutre ou plutôt aller en arrière. Ok, très bien, simple, efficace. Qu'est-ce que vous en avez retenu? Et puis là, le patient, il me dit, ah là, faut plus jamais que je me penche en avant, c'est dangereux, je vais me refaire une hernie. Hutch. Et puis là, t'as remis une bille dans la machine de la santé publique, parce qu'il va répéter ça à tous ses copains. Et en fait, ce truc-là, il est indispensable, je pense, et c'est des petits outils hyper simples qui m'ont vraiment aidé en clinique, et je vous invite tous à essayer, vous serez surpris, je pense à comme un vendeur de tapis. Vous serez surpris des résultats incroyables avec vos patients. Bah, c'est énorme. C'est énorme. C'est vrai que ce fameux DDPD, moi, c'est un truc, j'ai fait des vidéos dessus, j'en ai parlé beaucoup, parce que c'est à la fois, enfin, c'est un des trucs les plus aidants, notamment par rapport au fait que nous, on a quand même pas mal d'infos à transmettre à nos patients qui peuvent aider les patients, tu vois. Il y a, il y avait une vraie différence. Moi, je me suis formé à l'entretien motivationnel avec des médecins généralistes, et en fait, ils étaient surpris à donner des cours au kiné, à quel point c'était important pour nous des DPD, parce que tu vois, l'entretien motivationnel, ça vient du monde de la dictologie, et les personnes, ils savent que fumer, c'est pas bon pour la santé, tu vois. En gros, il y a beaucoup moins de Oui, croyances, on va dire, dans ces en mondes-là. 2025, ça là, c'est bon, c'est établi quand même. Bah, voilà, tu vois, mais en fait, eux, ils en ont pas autant besoin, parce que les patients, ils savent. Alors, bien sûr, ça arrive qu'ils savent pas, ça arrive que, mais pas autant. Nous, il y a tellement de conceptions différentes qui sont pas aidantes pour les gens, qu'on en a besoin beaucoup plus souvent. Et en plus, c'est un outil qui, tu vois, quand on fait des interventions en IFMK, c'est un outil qu'on transmet parce que c'est un des outils un peu clé en main où tu n'as pas besoin de faire toute la formation pour Mm. pouvoir déjà commencer à te l'approprier. Après, après, il y a beaucoup, beaucoup de choses derrière l'outil. Euh, quand on fait cet atelier-là, on commence toujours par un jeu et après on débrief, tu vois, avec tout le monde, on en parle. Mhm. Le débrief, il peut facilement nous foutre en retard parce que il y a tellement de notions. Tu vois, là, tu en as donné plein, tu as donné les principales, mais tu peux encore les gratter. Il y a tellement de trucs derrière, il y a tellement de dimensions, Ouais, de ouais, l'intérêt de faire comme ci, c'est un etc. bel outil. Mm. C'est super riche. Mais c'est à la fois super riche et à la fois c'est quelque chose on peut s'en emparer. Et donc, ouais, vraiment cette histoire de qu'est-ce que le patient essaie, partir de là, être curieux. Comme tu dis, si parfois il sort un truc vraiment surprenant, creuser, essayer de comprendre en fait. Essayer de se dire, franchement, ça c'est un truc, ça fait pas si longtemps, mais je pense d'arriver au stade de se dire, bah ouais, effectivement, moi, si j'ai à sa place, je penserais comme lui. Et tant qu'on n'est pas là-dedans, c'est peut-être qu'on n'a pas assez compris en fait. Ouais, Et c'est ça, de d'aller, se dire, ah, en fait, mais il est pas si bête que ça, ton raisonnement. Ok, bah, oui, qu'est-ce que ça induit du coup? Ouais, on c'est rentre ça. dedans, on C'est voit. ça. Qu'est-ce qui fait que tu penses ça? Et du coup, ça permet de beaucoup mieux accepter si un jour on n'arrive pas à se rejoindre. Tu vois, si la personne elle pense que c'est une malédiction, ok, qu'est-ce qui vous fait dire ça? Enfin, et du coup, d'arriver à comprendre ce point de vue-là, même si on ne partage pas, Mm. et de se dire, c'est plus facile de se dire, si cette personne-là, elle est ferme sur ce point de vue-là, que je pourrais pas la faire changer, je sais pourquoi, et moi je ne le partage pas, c'est plus facile de se dire, cette personne-là, je peux pas l'aider. Et c'est pas parce que moi je suis un mauvais professionnel en fait. J'ai compris pourquoi Exactement. en fait. J'ai compris. Et c'est beaucoup plus confortable. Donc, Ce patient-là est allé voir un marabout d'ailleurs, hein, et il avait plus mal après. voilà. Et Tant voilà. mieux. Bah oui, parce que c'était, par rapport à son contexte à lui, c'était probablement une meilleure aide pour lui que peut-être des choses que toi tu avais lui proposé. Après, je Mm. ne connais pas tes différentes pratiques, hein. Mais bon, enfin, peu Non, importe. mais Mais, non, il parlait pas très bien français, j'ai beaucoup galéré avec ce patient, mais en fait, à la fin, c'est juste que comment? Ça coûtait cher, il avait pas les sous ouais, pour se payer le marabout, et dès qu'il a eu les sous, il s'est payé le marabout et ça allait mieux. Donc moi, je lui ai dit, ouais, bah écoute, parfait. très bien, trop cool, Chouette. Ouais, t'as plus franchement, besoin de moi. c'est ça. C'est ça. Et puis, ouais, et arriver à. Ouais, ok, super. Et donc, ouais. Donc, savoir ce qu'il sait, demander s'il veut en savoir plus. Tu vois, il y a des personnes qui sont très mal à l'aise avec le fait de dire, demander la permission. En gros, Mm. est-ce que vous me permettez de vous en dire plus? Il y a des personnes, elles vont pas, ça leur parle pas. Et ça, c'est pas. Enfin, chacun est différent, moi j'entends. Tu vois, moi je suis plus à l'aise, par exemple, avec le fait de dire, est-ce que vous aimeriez savoir? Est-ce que ça vous intéresserait? Tu vois? Mm.
Mais j'ai des collègues formateurs, et eux, ils préfèrent vraiment, ils sont plus à l'aise avec le fait de demander la permission. Donc ça c'est à chacun, mais je sais que ça peut être un frein pour certains. Et donc si c'est un frein pour vous de dire est-ce que vous me permettez bah, une autre option, c'est de se dire bah, est-ce que vous seriez intéressé de savoir que je vous en dise un peu plus, ou est-ce que ça vous dit que je vous partage plus d'infos, etc. Voilà. Et après, partager l'info, et je vais revenir sur ce que tu as dit là, après, et après, dans le demander, tu vois, il y a la notion de demander ce que la personne en a retenu. En fait, il y a un piège qui est associé à ça. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le faire. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas le droit de le faire. Juste, c'est toujours intéressant quand on utilise une stratégie d'avoir conscience des pièges potentiels. Et un des pièges potentiels, c'est que la personne, elle se sente interrogée, quoi, interro-surprise. Ouais. En fait, tu vois, et tu peux avoir la personne où l'alliance thérapeutique est peut-être pas super forte, et tu lui demandes, je dis pas que c'est ça que tu dis, hein, mais si tu prends une formule, bah tiens, vous pouvez me répéter ce que je viens de vous dire, je vous grossis le truc, hein. La personne, elle Ça peut n'est dire, pas ouais, cool c'est gentil, celle-là. c'est pas mon prof, quoi, tu vois. Mais parfois, en disant à une personne, est-ce que vous pouvez me dire ce que vous avez retenu, tu as peut-être des personnes qui vont entendre ça, tu vois. Ils vont Oui. avoir cette impression-là. Et juste, si tu as une bonne alliance thérapeutique, la probabilité est beaucoup plus faible. Et mais par contre, si tu as une bonne alliance thérapeutique, tu peux aussi te retrouver face à un patient, il t'aime tellement qu'il va se foutre une pression pas possible d'arriver à bien redire ce que tu as dit, parce que autrement, il va s'en vouloir de ne pas être capable de répéter correctement. Tu vois, alors, c'est pas, encore une fois, ça ne doit pas nous empêcher d'utiliser ces choses-là, mais le fait de le savoir, ça peut permettre de voir en fonction de la réaction du patient, de rattraper le coup derrière. De dire non, mais je suis pas votre prof. Juste là, juste, enfin, je voudrais savoir si j'ai réussi à bien vous expliquer ce que j'avais en tête, tu vois. En fait, tu te mets en position de, voilà. Et, ou si c'est des patients qui t'aiment bien, de dire non, mais, enfin, juste, Pas de là, pression. c'est pas, je vous donne pas une note. Enfin, tu vois, on va trouver. Et une proposition qu'on a tendance à faire maintenant, c'est d'être plus dans qu'est-ce que vous en pensez, ou qu'est-ce que vous voulez faire de cette information. Qu'est-ce Tu que vois, ça change pour vous, cette information? voilà, tu vois, en gros, ça peut être plus bah, le qu'est-ce que vous en pensez, t'insinues pas qu'il n'aurait peut-être pas compris. Et en fonction de ce qu'il va te répondre, en général, ça te donne une idée de ce qu'il a compris quand même, tu vois. Ouais, c'est sûr. Mais je pense qu'il y a quand même des situations où vraiment poser spécifiquement qu'est-ce que vous avez compris, ça peut être plus important en fonction de vraiment l'information et l'importance de cette information-là. Il y a vraiment des situations, je pense que il vaut mieux faire ça malgré les inconvénients ou les pièges possibles dont j'ai parlé tout à l'heure. Et après, le qu'est-ce que vous avez envie d'en faire, c'est un truc qui va projeter plus vers de l'action, tu vois. Comment on va mobiliser le patient. Mais tu vois, enfin, voilà, ça c'est des petits détails, et il y a plein de choses avec cet outil-là, c'est assez passionnant. Et tu vois, dans ce que tu disais sur le partage d'informations, où parfois tu peux avoir des situations d'urgence, et en fait, moi, je sais plus, je sais plus ce que je dis dans le podcast ou dans les formations ailleurs, mais du coup, j'en ai peut-être déjà parlé. Je suis désolé si les gens ont déjà entendu ça. Mais tu vois, moi, c'est pareil, ça me ramène à une patiente qui était venue me voir et qui avait une douleur dans le dos, dans la jambe. On faisait des choses, ça s'améliorait gentiment. Et puis un beau jour, elle vient me voir un lundi. Et oui, un lundi. Et en fait, elle me dit depuis hier, j'ai plus du tout mal au dos. J'ai plus mal à la jambe, mais par contre, je ne sens plus toute une partie de ma jambe. Et elle s'est venue brutalement sur, je sais pas, il a toussé, éternué, je sais plus, enfin un truc, bim. Et je fais des tests neuro, et il y a un déficit qui n'était pas là avant, tu vois. Elle a une perte de force, de sensibilité, tout le bazar. Voilà. Et si tu veux, on est à 24 heures à peu près. Donc c'est un port de timing où tu peux les envoyer, et que faire quelque chose à ce moment-là, ça peut avoir un intérêt. Et en fait, je me rappelle de cette situation où j'essayais de lui expliquer en essayant de ne pas lui faire peur. Et en fait, cette patiente-là, à la fin de la consultation, je sentais qu'elle n'allait pas aller aux urgences. Et tu vois, et cette patiente, elle m'a fait comprendre que parfois, en fait, l'effet, tu as tellement envie de ne pas mettre d'effet nocebo sur la majorité de tes patients, que ça peut te rendre très prudent dans ce que tu dis, pas les inquiéter. Mais juste parfois, la peur, c'est ça qui va leur faire adopter le bon comportement. Tu vois, toi, tu es avec ton pied là. La peur. Ouais, avec mon pied, il fallait me faire peur. Hein.
Ben oui, et tu vois, en fait, moi, cette patiente, elle m'a appris ça. Elle m'a appris que certaines fois, pour les aider à adopter des comportements qui vont être favorables pour leur santé, et il faut pas avoir peur du nocebo. Enfin, c'est pas du nocebo, je sais même pas si ça peut être du nocebo, mais Non, non, il parce faut qu'à leur à dire la long terme, si vérité. elle va pas aux urgences, ce sera pire, hein. Ben ouais, là, le danger, il faut qu'elle le comprenne. Et tu vois, faut pas essayer de lui dire. Tu sais, moi, j'étais limite à lui dire, putain, faut peut-être pas que je lui dise le risque qu'elle encourt si jamais elle fait pas, parce que ça va lui foutre la trouille. Mais, tu sais, ça va lui faire peur pour rien. Mais en fait, non. Là, ça aurait peut-être pas fait peur pour rien, parce qu'à la fin, elle me disait, ouais, je vais voir avec mon mari, on va en discuter, je sais pas, si on va y aller ou quoi. Et là, je dis, mais non, 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 Je vais peut-être partir en vacances une semaine. ouais, on va voir, ouais. Non, ah putain, Ça me ouais. rappelle, j'ai eu la même récemment, Babinski Hoffman positif sur une suspicion de cruralgie. Elle me dit, je peux partir au ski une semaine? Non, je pense pas, non. Ah ouais, Donc ouais, parfois il faut... Ouais, pas le choix, hein. Et ça, je pense qu'on est beaucoup moins à l'aise que nos collègues médecins généralistes, avec la gestion de... Bah, justement, des choses risquées, la gestion de la... Je sais pas si on peut appeler ça de la détresse, mais... Je sais pas, du stress aigu d'un patient de waouh, ok, là c'est pas bon du tout pour moi, il faut que je réagisse vite. Moi, j'ai du mal avec ça, mais c'est parce que en réalité, ça nous arrive pas souvent, non. ce type de patient-là. Et du coup, Non. on n'est pas forcément formé, et puis je pense pas que ce soit un truc qui s'enseigne. Faut le vivre, et Ouais, faut... ouais. Bah, puis c'est rare. C'est Oui, très oui, très oui. difficile, quoi. Oui, et puis c'est un truc, enfin, c'est comme la majorité des choses. Tu le comprends vraiment bien, correctement quand t'es retrouvé dans la situation. C'est Ouais, d'où l'intérêt de partager des exemples cliniques parce que ça parlera plus facilement que d'être dans de la théorie. Déjà, mm, t'es un peu plus proche de le vivre par procuration, mais les médecins, bah oui, les médecins, de toute façon, ils ont tous fait des stages aux urgences. Déjà, ouais, voilà. un Ils peu ont de l'habitude calme. de gérer ça. Et puis, il y Ça, a ça aussi la dimension m'impressionne. de responsabilité médico-légale aussi. Nous, on l'a, mais eux, ils la vivent beaucoup plus que nous. Donc, en Ah, fait, c'est sûr. je pense qu'un médecin sera beaucoup plus directif, plus facilement que nous. Enfin, nous, si on a pris l'habitude d'être plus collaboratif, moins directif, ben, un médecin sera plus directif en disant, ben non, là, j'appelle et vous allez aux urgences. Il va pas dire à la Ouais, il va pas te personne, ça demander coûte ton combien d'y avis. aller, quoi. Voilà. C'est, Ouais, et bon. ça, c'est une force. Bah, ouais, oui, bah oui, dans ces situations-là, clairement. Après, effectivement, nous, c'est quelque chose de rare, hein. Encore une fois, le Mm. problème, c'est rare, mais les conséquences sont embêtantes. Donc bon, là, effectivement, là, on prend le contre-pied de la réassurance, mais du coup, c'est intéressant de mentionner le fait que Ouais, parfois, mentionner ses c'est pas ça limites. qu'il faut faire, ouais. Mm. Ouais, tout à fait. Et puis, je vais revenir un peu sur la réassurance en clinique. Ce qui m'a marqué sur les consultations en binôme que j'ai pu faire avec Pierre-Louis, c'est le temps consacré. Donc, on en parlait un peu avant en off sur les motifs de consultation musculo-squelettique en médecine générale. En général, ça arrive un peu comme un cheveu sur la soupe en fin de consulte. Ou à l'inverse, la patho a déjà pris une ampleur beaucoup trop importante et il aurait fallu le repérer avant pour pouvoir prévenir l'état du patient au moment de la consultation. Ça aurait été plus simple. Et ouais, en fait, je me dis, plus j'y réfléchis, plus on y réfléchit avec Pierre-Luc, plus on se dit que la réassurance en médecine générale, en fait, finalement, elle doit être encore plus efficace qu'en kiné. Euh, il y a deux choses qui justifient ce point de vue, c'est que bah, vu qu'ils ont moins de temps, bah, moins de temps égale, il faut être plus efficace. Et deuxième chose, c'est que en général, la parole du médecin de famille, du médecin généraliste, c'est ça a un poids énorme, et plus important que beaucoup d'autres professionnels de santé sur les prises de décision du patient. Ah, ouais, si on part du principe que le patient a confiance dans son médecin, Ouais, c'est ça. voilà, parce que malheureusement, aujourd'hui, il y a beaucoup de patients qui vont se braquer parce que justement, enfin, certains médecins n'ont pas les skills pour faire en sorte que ça se passe au mieux. Et tu as Mm. beaucoup de patients, ils n'ont plus le choix de changer de médecin parce qu'il n'y a plus assez de médecins de toute façon. Donc, Ah ouais, je le vis dans la maison de santé aussi. Enfin, j'ai pu faire le comparatif entre bah, quand le patient vient d'un médecin de la maison de santé, ouais, vs vient de l'extérieur. Ouais, les communications,
Et en fait, parfois, je me retrouve frustré à me dire, bon, bah, allez voir un médecin de la maison de santé, on fait ça en 5 minutes, c'est fini. Mais en fait, ils veulent pas, mais ils ont raison, parce qu'ils n'ont pas le droit d'intervenir comme ça Ouais. dans le traitement de quelqu'un sans avoir consulté le médecin. Mais c'est vrai que pour moi, ça a été un truc assez frustrant. Et je me suis rendu compte que, ouais, il y avait des patients qui n'avaient pas confiance en leur médecin. Et un truc qui me paraissait inconcevable, hein. Mais Bah, c'est parce qu'ils n'ont pas le choix. bah non, parce que de temps en temps, il faut un arrêt de travail, de temps en temps, il faut des médicaments, il faut des je sais pas quoi, passer des examens, et donc il faut bien pouvoir consulter. Mais tu vois, ça rejoint tu sais, l'étude de Tamar dont on parlait tout à l'heure. Alors, je l'ai pas relu, donc j'ai peur de dire des Je regardais. imprécisions, mais c'est pas grave. Le truc derrière ça, c'était un peu la différence qu'elles avaient repérée entre la réassurance affective et cognitive. C'était que la réassurance affective, tu vois, il me semble que c'était sur des lombalgiques. Et c'était notamment sur des lombalgiques aigus, et ça avait une influence sur la trajectoire. C'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure, en fait, quand tu les prends tôt, les patients. Si on Ouais, considère que la première personne qui va les voir, ça va être le médecin généraliste la plupart du temps, la majorité du temps, en fait, ce qu'il mettait en avant, c'est que de la réassurance affective, pour des personnes avec un faible risque de chronicisation avant, il y en a certains, tu augmentais le risque de chronicisation si tu faisais que de la réassurance affective. En fait, ils ouais, avaient parce qu'ils se trouvé posent c'est des ça. questions, quoi. C'est ça. Et alors qu'en réassurance cognitive, il n'y avait jamais ça. Et au Mm. contraire, tu arrivais à moduler les niveaux de risque. Bah parce que de toute façon, dans les niveaux de risque de chronicisation, tu as les inquiétudes des patients qui prennent de la place. Mais donc, Ouais, tu bah vois, oui. cette histoire de rien que si tu arrives à comprendre que juste dire à un patient ça va aller, bah, vous inquiétez pas, et si déjà tu sors ça de ton vocabulaire et tu t'intéresses vraiment à ce qui leur arrive, et pour après leur dire, bah, ok, ce qu'on peut faire, c'est que je peux soit vous rassurer avec moi des informations que j'ai, soit vous orienter, parce qu'un médecin généraliste aussi, c'est son job, soit dire, bah, ce qu'on peut faire, c'est que pour Mm. ça, je peux vous orienter vers tel professionnel qui, lui, saura vous faire un examen vraiment complet, il va tout vérifier, et puis vous pourrez voir avec lui. En fait, tu vois, même s'ils n'ont pas sur le moment les informations, les notions, le temps, le machin, rien que déjà d'enlever le truc un peu générique. Ah, c'est pas affectif le premier, c'était générique. Rassurance Ouais. générique. En fait, de oui, ça va aller, tout ça, vous en faites pas, machin, qui peut être pris très souvent comme un manque d'empathie. En fait, Un manque de considération, exactement. En fait, l'impression d'être pas il s'en écouté, ouais. fout, C'est ce qui ressort aussi de il se l'article. rend pas compte de ce que je vis, ou il s'en fout, il a pas le temps, ça l'intéresse pas. Enfin, tu vois, ces choses-là où, bah, du coup, après, bah, forcément, l'annonce thérapeutique elle est catastrophique. Mm. Et ouais. Et à partir de là, il se passe rien, quoi. Voilà, rien que ça. Mais tu vois, c'est des. Donc il y a à la fois les stratégies générales qu'on va avoir et à la fois bah, les outils qu'on peut mettre dedans. Et donc effectivement, le DDPD enfin, peut être clé là-dedans. Ouais. Et puis d'où l'intérêt aussi de pouvoir, comment dire, trier les patients selon le risque de, enfin, que ça passe à des douleurs chroniques. Ça c'est aussi important, je pense, que ce soit en kiné ou en médecine générale, pour pouvoir prendre des décisions, comment dire, guidées par la littérature aussi, parce qu'on sait maintenant que il y a certaines pensées, certaines émotions qui influencent grandement le pronostic. Et il y a aussi hélas, hein, je lisais un article, et puis c'est Flavio, je crois qu'il me l'avait envoyé, les caractéristiques sociodémographiques Ouais. qui ont des risques relatifs de passage à la chronicisation qui sont énormes. Énormes, et je relisais l'article, c'est terrifiant en fait, parce que c'est un truc on n'a pas la main. Oui, Et donc on vient à bas déjà mort. si on travaille moi, donc je travaille dans une ville du 94 avec un niveau socio-économique quand même bas. En fait, déjà on part avec un malus. Donc c'est-à-dire que la moitié potentiellement vont être douloureux chroniques. Si on n'arrive pas à trier ceux qui sont encore plus à risque à cause de pensées, de croyances, d'émotions, et ceux-là, on les retrouve dans des états, mais je pense qu'on les a déjà tous eus, ces patients.
Hmm. et avec des croyances maladaptives, anxieux, dépressifs, avec des drapeaux noirs, donc des problèmes au travail, des drapeaux bleus, enfin non l'inverse, bleu, problèmes au travail, noir, des problèmes de remboursement. Et ça, waouh, en fait, une fois qu'on les a sous la main, le premier réflexe, moi je me dis maintenant, je dis, ah bah il aurait fallu que je le voie 15 ans plus tôt. Là maintenant, on va rattraper les dégâts. Donc je pense que ça, c'est fondamental aussi dans nos pratiques Ouais. cliniques. Tu vois, ça, pour moi, ça revient à l'histoire de la baignoire, en fait. Et il y a tellement de colorants, je sais pas moi, rouge qui a été Hmm. mis, que toi, tu vas arriver avec ton bleu, en mettre un peu, puis avant que ça change de couleur, et parfois, tu n'y arriveras pas, et puis parfois, tu vas y arriver, et juste, il y a des choses qui nous échappent. Et encore une fois, c'est, c'est pas pour dire, bah, vas-y, celui-là, de toute façon, c'est pas la peine, patate Hmm. chaude ou je sais pas quoi. Non, c'est juste, bah, je vais faire de mon mieux et je verrai mes limites, etc. Je vais partager ça avec le patient et puis voilà. Mais clairement, ouais, dans cet arsenal-là, bah, rassurer le patient et pour rassurer le patient, une bonne alliance thérapeutique, euh, Fondamental. bien comprendre ce qui l'inquiète. Autrement, on est à côté. Hmm. Utiliser des outils adaptés justement pour partager les infos qui sont susceptibles de le rassurer, vérifier ce qu'il a compris, ce qu'il va en faire, et laisser la porte ouverte si jamais il y a d'autres choses qui arrivent. Et comme tu l'as dit, en fait, c'est des choses, tu vois, parfois on peut avoir l'impression qu'on perd du temps sur la première séance pour gagner après, mais il y a même des gens qui ont étudié le fait que quand on devient à l'aise avec ces outils-là, même dans la séance, tu gagnes du temps. En fait, Hmm. ces séances-là sont plus courtes. Tu vois, que ce soit entretien motivationnel, prise de décision partagée, il y a vraiment de la littérature où ils ont montré qu'ils raccourcissent la durée des séances. Donc, tu arrives à un certain niveau de compétence en fait dans ces méthodes-là. Et ça, c'est un truc qui est assez rigolo parce que c'est un des freins parfois pour le mettre en pratique. Ouais. C'est le temps que ça va me prendre. Mais tu vois, ce qui est très rigolo, c'est quand tu fais une formation sur le genou ou sur le dos ou je sais pas quoi, bah, la première fois que tu vas appliquer telle technique ou tel raisonnement clinique, au départ, ça va te prendre aussi un peu plus de temps, hein. Mais comme on est moins habitué, enfin, tu sais, on est plus habitué à ça, en fait, là, on le Ouais. voit moins et ça nous coûte moins, en fait. Ouais. Ça va prendre plus de temps au départ, et à force, ça va devenir plus fluide. C'est le même principe, en fait. Ouais, et puis on se dit, une formation en communication, c'est communiquer plus, mais non, c'est communiquer Non, mieux. c'est ça, plus efficient. Ouais, plus efficient, plus efficace. Et ouais, je pense qu'on peut terminer là-dessus. C'est un beau résumé que tu nous as fait de la réassurance. Et puis, voilà, ce qui est important, c'est l'alliance thérapeutique. À partir de ça, c'est comprendre ce que le patient vit et comprendre ce qu'il a envie de savoir et ensuite divulguer une information fiable. Et pour ça, bah, faut avoir les skills de base d'examen clinique musculo-squelettique pour ne pas raconter n'importe quoi. Et ensuite, en général, c'est une histoire qui roule, hein, avec ces Ouais, patients-là quand c'est bien fait. ouais. Tellement souvent. On a parlé des patients pour qui on n'y arrive pas, mais la proportion de patients vont bien ça. Déjà, la proportion de patients pour qui ça va mieux, ça se passe mieux, elle est Mm. énorme. Et les patients pour qui ça cafouille, il y en a plus beaucoup au final. Donc, Ouais, finalement, bah, je cafouillais beaucoup pendant mes 2 premières années avec les douleurs chroniques de la rivoisière. Mais là, c'est vraiment que c'est mieux en fait. C'est mieux parce qu'avec les bons outils, on s'en sort quoi, de ces patients qui peuvent paraître vraiment difficiles. Une fois qu'on a un peu de big picture, qu'on en a vu plein et qu'on a les bons outils, ça le fait quoi. Courage à tous les jeunes diplômés en général qui galèrent bien avec ces patients-là. Formez-vous en com, formez-vous tout court et ça va le faire. c'est ça. Et puis, ouais. Et puis si ça, ouais. Après, si ça parle pas à une période, l'idée c'est si un jour bah, vous vous sentez dans ces difficultés-là, en fait, eh ben, sachez justement que nous, c'est notre objectif quand on intervient en IFMK. C'est de leur dire on ne peut pas vous former à l'EM en 2 heures ou en 4 heures. C'est pas Mm. possible. Par contre, on peut vous donner des outils, vous pouvez jouer avec, etc. Mais par contre, le truc, c'est si un jour vous sentez que ces dimensions-là vous mettent en difficulté, ben, sachez qu'il y a des moyens de vous former. En fait, c'est pas juste s'il y en a qui parlent bien, d'autres qui parlent moins bien. En fait, tout ça, ça s'apprend, c'est des techniques. Et,
et voilà, si un jour vous en avez besoin, sachez il y a pas que l'entretien motivationnel, il y a plein de stratégies qui existent qui peuvent vous aider là-dedans. Et si ça peut permettre d'aider plus de patients et puis de, d'être moins coûteux pour les professionnels au niveau épuisement professionnel, au niveau tout ça, Ouais. Comme c'est pour le professionnel de santé aussi, ouais, comme émotionnel disait et tout, Yannick. ce serait trop dommage au moins de pas savoir que ça existe en fait. Après, chacun fait ses choix, mais qu'il soit éclairé de savoir que ça existe, ça c'est important. Ok, bah écoute, Ouais, merci en tout cas d'avoir amené ce sujet-là, avec qui plaisir. m'a fait prendre pas mal de place dans le truc, mais là, effectivement, c'est dur pour moi hein, de pas en Non, dire mais trop là-dessus. c'était très cool. Et puis bon, je l'ai fait un peu exprès. Je savais que c'était un sujet où on allait pouvoir discuter et j'allais pouvoir m'enrichir aussi. Donc c'était très cool de partager ça avec toi. Bah écoute, merci pour ça. Bah écoute, avant de finir, est-ce que tu as envie de nous parler d'un projet que tu as en ce moment, un truc, je Ouais. propose ça, ouais. Alors, bah, du coup, ouais, c'est la formation dont je parlais au début avec mon collègue Pierre-Louis, donc avec qui on travaille dans la maison de santé. On aimerait bien, d'ailleurs, on va le faire, je dis on aimerait, on va le faire. On va sortir un e-learning euh, adressé aux médecins généralistes, euh, donc qui sera sur le thème de la lombalgie. L'objectif de cette formation-là, c'est justement, au vu de toutes les difficultés qu'on peut avoir par rapport à ces patients-là en médecine générale, de donner à la fois des outils de communication et des outils de, de compréhension de la lombalgie, euh, comment dire, bah vraiment, vraiment novateur. En fait, on essaie de synthétiser toutes les preuves les plus récentes sur la lombalgie pour pouvoir comment dire, pour que les médecins qui sortent de cette formation aient une vision moderne et cohérente de la lombalgie et qu'ils puissent s'en servir pour orienter au mieux, aider les patients au mieux dans cette pathologie qui est hyper commune. Et donc, pour ce faire, on collabore vachement avec Pierre-Louis en essayant à la fois d'aborder l'aspect médecin généraliste qui sera abordé par Pierre-Louis, où lui, il a le nez dedans toute la journée, donc il en parlera beaucoup mieux que moi. Et c'est une expertise que je n'essaie pas de m'approprier, mais que j'essaye de découvrir au jour le jour avec mes collègues médecins. Et puis, moi, j'aurai l'apport un peu dans cette formation kiné, technique, et puis aussi, comment dire, il y aura une partie où on essaiera de voir comment on peut communiquer entre professions de manière fluide, de se comprendre un peu mieux, et puis de créer un réseau autour de soi de thérapeutes de confiance, parce que ça aussi c'est quelque chose qui revient, que ce soit pour les kinés ou les médecins. Donc voilà, tout un beau projet qu'on va essayer de terminer le plus rapidement possible, mais en tout cas c'est un plaisir de découvrir ce milieu-là qui m'a toujours intéressé. Faut savoir que quand je l'ai fait passer, j'hésitais beaucoup entre faire médecin généraliste et kiné. Oui. Et ce qui m'a fait switch, c'est deux choses. C'est le temps d'études. C'était un peu long médecine. J'avoue. Et j'aimais un peu trop le sport. Voilà. Ouais, c'est marrant. C'est marrant. Ouais, on passait, je sais plus pas, enfin peu importe, c'est vieux. Ouais, Ouais, passé, pareil. c'était passé moi aussi. Ouais. Ouais, non, je crois que c'était PCEM1, un truc comme ça, c'est plus vieux, hein. Oh, bah. Ouais. Mais j'avais moi j'avais, en fait, il y avait des matières un peu différentes. J'avais une matière en plus pour faire kiné, et il y avait des matières que j'avais pas besoin de faire pour faire kiné, parce que je voulais pas faire médecine. Et j'avais des copains qui voulaient rentrer en médecine, qui me disaient ouais, pourquoi tu fais pas médecine, t'arrives à avoir des bonnes notes, etc. Ouais, et moi c'était un peu ça aussi, hein. J'aurais dit mais laissez-moi tranquille là, vous avez bossé à je sais pas quel âge. J'ai toujours voulu faire kiné depuis que je suis au collège. Je veux faire ça dans le sport et tout. C'est assez rigolo. C'est des C'est trucs. marrant quand tu demandes à tous les kinés, ils sont tous rentrés par la voie de je veux faire kiné du sport. Et Ouais, puis en beaucoup, ouais. fait, Ouais, tu te rends compte que il y en a pas tant que ça qui finissent dans le sport. Mais il y en a ouais, beaucoup qui aiment ce métier quand même, quoi. ouais, c'est ça. Et puis dur. Mais Hmm. moi, à la sortie de mon diplôme, j'ai bossé dans la club pro, hein. Ouais, J'ai à Nantes, non? à Lens, j'étais, ouais. Lens. Ouais. Mais tu vois, j'étais diplômé le mardi, j'ai commencé le dimanche, tu vois. Donc j'ai eu ça direct. Trop Mais bien. au bout d'un an et demi, j'ai compris que c'était pas pour moi, en fait.
Ouais, anglais. c'est Et dur, hein, c'est dur. franchement, et je regrette pas du tout, tu vois, après coup. Mais J'envoie beaucoup de force à nos collègues kinés du sport qui ouais, travaillent les week-ends. Vous êtes hyper courageux, les gars. c'est clair. Bravo. C'est Moi, clair. j'ai pas cette force, j'ai pas cette, comment dire, cette noblesse d'âme que vous Ouais, avez. il y a une dimension de dévotion, de. Ouais, 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 non, c'est clair. c'est. Ouais, mais bon, et c'est chouette, hein, il faut des personnes qui restent passionnées par ça, c'est cool. Mais bon, en tout Mm. cas, moi, pour plein de dimensions, là, ça me convenait pas. Bref. Écoute, bah, merci encore, en tout cas, d'avoir De rien. donné Merci ton à temps toi. là, pour cette discussion-là. C'était vraiment chouette d'avoir proposé cet article qui était intéressant. Et puis, bah, hâte de découvrir un peu plus le e-learning. Mm. Moi, j'ai la chance de pouvoir en voir des petits bouts de temps en temps Mm. pour éventuellement te faire un retour si t'as besoin ou pas. Ouais, Et c'est ouais, toujours le bienvenu. on a C'est hâte. difficile à faire comme formation parce qu'on essaye de, comment dire, bah, de pas imposer un point de vue trop kiné, mais à la fois il y a des choses que je considère indispensables, Ouais, mais je me dis c'est quand même pour les médecins généralistes, donc c'est toujours Pierre-Louis qui a le dernier mot. Je le laisse décider parce que voilà, je mets pas trop ma patte. ouais. Je, je lui dis pas. À partir du moment où tu as ce positionnement-là, il n'y a pas de raison. Ce Et sera oui, quelque chose qui aura de la pertinence pour les médecins. Ouais. Ok, bah écoute, merci encore. Et puis on se reparle bientôt à ce sujet-là, je pense. ça marche. Et puis Mhm. peut-être on se voit bientôt aussi au JFK, je sais pas si tu seras là. Ouais, ouais, je tiendrai le stand d'OMT France. Gros big up, gros big up OMT d'ailleurs. Ça marche. Je sais pas si le podcast va sortir avant ou après, mais Ah, non. Mais ouais. Bah écoute, ça sera quand même un petit coup de promo pour OMT. Et puis ouais, moi j'aurai un atelier aussi avec Camille Notar sur la pratique réflexive, on va faire un atelier, ah, trop cool. s'il y a des gens qui sont intéressés. Mais bon, si Bon, l'épisode sort après, ça sert à rien. il y aura du monde, je pense quand même. Même avec ou sans épisode. Ça marche. Bah merci encore, à bientôt. À bientôt, au revoir. Salut Clément.